Hello everyone, welcome to the University of New Caledonia. Today we are going to present you the professor Hélène Roland-Flounot. Hélène Roland-Flounot teaches ancient and medieval history at the University of New Caledonia. She is a member of Troca Research Unit, and her research focuses on Asia Minor, Greco-Roman antiquity, and river navigability. In 2013, she received a Franco-German PhD in the history and archaeology of the ancient world. She has been involved in a number of archaeological projects and published several articles in a book entitled Dans les pas des voyageurs antiques, circulé en Asie mineure à l'époque hellénistique. More recently, she has focused on the study of Celts in the Pacific, and especially on the representation of the figure Boudica in New Zealand and Australia. And if it results from a globalized culture, or if it has been adapted to a local, popular culture. Which is the topic of a conference entitled Boudica, How is the Celtic Queen received and perceived in the Pacific? Alors bonjour et merci de me recevoir dans le cadre de ce colloque. Désolée, j'espère que ce sera suffisamment compréhensible pour nos amis anglophones. On va commencer par un petit peu de musique celtique. Je vous laisse écouter, ce sera juste un extrait, mais... Là, excusez-moi, c'est un petit peu... J'ai pas réussi à baisser le son, pardon. Voilà. Alors, cet extrait de la chanson du groupe australien Boudica, intitulée Millions of Dead Centurions, fait parler la reine des Icéniens qui, en 61 de notre ère, se leva contre le pouvoir romain qui cherchait à prendre possession de la Bretagne. Comment un groupe de Newcastle en Australie en est-il arrivé à s'approprier l'histoire de cette Vercingétorix anglaise quasi inconnue des Français? Existe-t-il d'autres réinterprétations régionales et peut-on reconnaître une identité propre à cette Boudica moderne du Pacifique? Afin de tenter de répondre à ces questions, nous reviendrons dans un premier temps sur les traits de la Boudica originale et quelques éléments de sa postérité, puis des traits spécifiques des Boudica du Pacifique, afin de rechercher les possibles biais de leur arrivée dans la région. L'histoire de Boudica nous est connue par le récit qu'en font les historiens antiques, Tacite et Dion Cassius, et est confirmée par de nombreuses recherches archéologiques menées sur le terrain. L'histoire prend place en Grande-Bretagne dans les années 60-61 de notre ère, depuis la conquête menée en 43 de notre ère, les Romains sont installés dans le sud-est de l'île, à l'exception des territoires des royaumes celtes, Atrébates ici et Icéniens ici. Tous deux sont États clients des Romains. Lorsque Prasutagus, roi des Icéniens, meurt sans fils,
Désignant comme héritiers ses 2 filles et l'empereur Néron, les dirigeants romains intègrent sans ménagement le territoire icénien à la province de Bretagne. L'épouse du roi, Boudica, est rouée de coups. Ses 2 filles sont violées. Les aristocrates icéniens sont dépouillés ou mis en esclavage. Suite à cela, la reine se soulève et entraîne avec elle de nombreux peuples de la province, révoltés par les nombreuses taxes qui pesaient sur eux, entre autres. Les auteurs anciens nous la montrent haranguer les tribus celtes et pratiquer un rite de divination, interprétant la course d'un lièvre comme un présage heureux, avant d'invoquer la déesse Andrastée, afin qu'elle leur apporte la victoire. Boudica marcha alors avec son armée sur Camulodunum, Colchester, qui est pillé et incendié par une armée rebelle d'environ 120 000 hommes en seulement 3 jours. Pendant le sac, les Bretons font preuve d'une grande cruauté envers les femmes romaines qui sont pendues, mutilées, embrochées sur des pieux, et vous avez même un peu plus de détails dans la version anglaise. L'armée rebelle s'attaqua à 2 autres symboles de l'occupation romaine, Londinium et Verulamium. Les habitants furent massacrés et les villes incendiées. En tout, ce sont entre 70 000 et 80 000 citoyens et alliés romains qui périrent lors de ces incendies. Pendant la bataille finale entre les rebelles et l'armée romaine, Boudica dirige depuis son char, mais l'affrontement finit par basculer en faveur des Romains. 80 000 Bretons périrent contre 400 tués et 400 blessés chez les Romains. Quant à Boudica, elle mourut peu après en s'empoisonnant ou de maladie. L'agitation ne prit pas fin pour autant et il fallut attendre 63 et un changement de gouverneur pour que la paix soit restaurée. Quelle image les auteurs anciens nous donnent-ils de Boudica ? Dion Cassius la décrit comme une femme de grande taille, d'une allure terrifiante, le regard perçant et la voix rauque. Ses longs cheveux blonds ou roux lui tombant sur les reins. Elle portait un torque d'or, c'est ceci. Elle portait donc un torque d'or autour du cou, une tunique multicolore et un épais manteau retenu par une fibule. Enfin, elle était armée d'une lance et inspirait la terreur à ceux qui l'apercevaient. Il semble qu'elle était douée d'un certain charisme et sa personnalité a dû jouer un rôle non négligeable dans le déclenchement de la révolte. Spécificité des Celtes bretons par rapport aux Gaulois du continent, la reine remplit 3 fonctions originales. Et d'abord une fonction politique de femme dirigeante. Par ailleurs, Boudica signifie victorieuse et il s'agissait peut-être d'un titre lié à sa fonction militaire de chef de guerre, puisque comme on l'a vu, elle lève les armées, harangue les troupes et guerroie montés sur son char. Enfin, la fonction religieuse marquée par le port du torque apparaît notamment dans l'épisode de l'invocation de la déesse de la guerre Andrastée et de la divination par le lièvre. Ces 3 fonctions ont marqué diversement la postérité du personnage de Boudica. Donc là, j'ai vraiment résumé au maximum. Après l'Antiquité, Boudica semble avoir été oubliée jusqu'à la Renaissance et à partir de la redécouverte des écrits antiques, l'image de la reine connut diverses utilisations pour aboutir, au tournant du XXe siècle, à ce qu'elle commence à incarner une figure nationale héroïque avec le mouvement réalisé par Thomas Thornycroft et installé sur le pont de Westminster. Son image ne cessa d'être manipulée et réinterprétée tout au long du XXe siècle, lui donnant tour à tour les traits de Margaret Thatcher ou en 2018 ceux de Theresa May, sommée d'incarner Boudica pour faire face à l'Union européenne pendant la négociation du Brexit, oubliant peut-être un peu vite que la reine celte avait finalement perdu la guerre. Les diverses interprétations du personnage de Boudica soulignent la manière dont les biographies sont transformées en fonction des circonstances de l'époque et des intérêts, valeurs et projets en jeu, produisant ainsi des identités différentes. Qu'en est-il dans le Pacifique ? En Australie, Boudica apparaît comme une guérisseuse. Boudica Wellness propose ainsi des thérapies naturelles et douces pour aider les individus à se déstresser, à transformer les expériences difficiles de la vie et à attirer plus d'abondance, de vitalité et de bien-être. Il s'agit de travailler sur la respiration pour éliminer les vieilles énergies afin d'ouvrir les portes à une nouvelle vie et à une plus grande conscience. Cependant, les médecines utilisées n'ont rien de celtique et s'inspirent plutôt de médecine péruvienne, donc on n'a pas ici un exemple de celte. C'est cette fois en musique que la néo-zélandaise Sarah Brown Boudica raconte sa guérison et la liberté qui en découle. Cependant, la chanteuse ne dit rien d'éventuelles origines celtiques et les paroles de son unique single « She's Me » n'ont rien à voir avec l'histoire de la reine des Icéniens.
La source d'inspiration semble plutôt liée à cette liberté que l'artiste a gagnée sur elle-même, en travaillant sur elle-même, et on n'a pas ici une celte. La boudica guérisseuse est cependant un aspect restreint, présent dans les attestations, contrairement à celui de la femme qui se libère et prend son destin en main, en femme forte, comme le propose le centre de fitness Boudica de Taranaki, en Nouvelle-Zélande, qui se présente donc un lieu où la force rencontre l'émancipation. La coach sportive, Liane, s'est donné pour but de donner aux femmes les moyens d'atteindre leurs objectifs afin qu'elles puissent transformer leur vie grâce à la force et au fitness. Cependant, Liane est cette fois-ci anglaise. Et Boudica est donc ici une référence directement importée de Grande-Bretagne qui s'appuie cette fois sur l'image de la femme forte, maîtresse de son corps et de son destin. Toujours en Nouvelle-Zélande, Boudica prête son nom à Boudica Italy, une ligne de vêtements développée à partir de 2023 sous la direction créative de l'acteur John O'Kenyon, mais conçue et fabriquée en Italie, qui est définie comme l'épicentre de la haute couture. Le but affirmé par Boudica Italy est de permettre aux femmes qui portent ces créations de se sentir sûres d'elles, fortes et que rien ne puisse les arrêter dans leur vie quotidienne. La marque cherche en effet à insuffler aux créations le même esprit d'indépendance, de résilience et de force inébranlable qui a fait de Boudica une figure légendaire de l'histoire. L'inspiration s'arrête cependant à ses valeurs, puisque autant qu'on puisse en juger, le style des vêtements n'a rien de celtique. Par ailleurs, on voit que la marque ne raconte qu'une certaine histoire en présentant la reine comme celle qui a mené sa tribu à la victoire contre l'Empire romain, ce qui, comme on l'a vu, est faux. Quoi qu'il en soit, l'histoire de la marque n'a pas terminé mieux. Elle a été aussi fugace que celle de la reine et elle a déjà périclité avant d'avoir vendu le moindre vêtement. Cette image, néanmoins, d'une femme émancipée, forte et libre est directement liée à celle de la guerrière, de la reine, qui a inspiré de nombreux artistes dans des styles très différents. Le Pacifique n'a pas échappé à cette tendance, comme on l'a vu avec Sarah Brown Boudica, et l'histoire de la reine celte a suscité de nombreuses chansons, comme celle de l'artiste Carleen Reynolds, qui vit et travaille en Australie. Sa musique, qui est décrite comme du folk celtique écossais, utilise la flûte irlandaise et la cornemuse. Ça aurait plus semblé celtique peut-être, mais bon, je ne pouvais pas vous passer tout un répertoire. En tout cas, ces instruments donnent des sonorités celtiques. La chanson qu'elle dédie à Boudica, et dont vous avez les paroles ici à droite, décrivent une femme transformée par ce qu'elle a vécu. C'est parce qu'elle a été battue et jetée à terre qu'elle se relève, cette fois-ci en guerrière, déterminée à combattre jusqu'à la mort. Cependant, là encore, Carleen est écossaise, en définitive. Ces accents guerriers et la même image d'une femme forte, prête à combattre, se retrouvent également chez le groupe punk hardcore Boudica, que vous avez déjà entendu, originaire de Newcastle, en Australie. Leur univers artistique est très complet, non seulement du point de vue des paroles de leurs chansons, mais aussi sur le plan des représentations de la reine des Celtes. Commençons par les images qui nous permettront d'entrer dans les chansons qu'elles illustrent. En 2018, le groupe sort un album partagé sur cassette audio en 2018, et donc avec le groupe Stick Dod. Boudica y est représenté dans le cadre d'une carte de tarot, en lieu et place de l'impératrice, dans un décor champêtre. On ne voit pas ici, mais il y a le numéro 3, qui est l'impératrice. Elle est habillée d'une robe beige, d'une capeline aux couleurs d'un tartan, et tient une lance dans la main droite. Si Boudica ne porte pas de torque, son image correspond à peu près à la description antique, et elle est accompagnée d'un lièvre servant à la divination. Ainsi, la référence à l'histoire de la vraie Boudica est plus claire. Il s'agit ici de la reine, mais aussi de la guerrière, qui est également capable de divination. À ces éléments de la Boudica historique s'ajoutent d'autres symboles qui n'apparaissent pas dans les sources anciennes, mais sont en rapport avec le contenu de l'album. C'est le cas du corbeau, qui a une fonction magico-divine dans la légende irlandaise, où il est généralement lié à la guerre et à la destruction. Ici, cet oiseau charognard fait peut-être référence aux déesses furies de la guerre qui semaient la terreur en apparaissant au sein des armées métamorphosées sous la forme de corbeaux ou de corneilles. Dans les mythes irlandais, on le retrouve au bord des ruisseaux, lavant les armes et l'armure du guerrier,
annonçant son retrait du monde des humains et son transfert dans l'autre monde. Cela passe bien avec la première chanson de l'album intitulée The Washing Woman et qui décrit ici la reine, qui décrit dans les paroles, qui est décrite dans les paroles comme une cousine de la Banshee et de la mort et qui a dû inspirer ce t-shirt ici de Boudica avec des ailes de corbeau. Boudica est aussi une militante féministe, comme le suggère cette croix en forme de miroir de Vénus peint en violet, couleur du féminisme militant. S'il ne s'agit pas à proprement parler de féminisme, le titre Boudica's Daughter, qui renvoie explicitement au viol des filles de Boudica, enjoint celles qui ont subi le même sort à reprendre le pouvoir pour se battre. Le second album du groupe, intitulé Tapestry, n'est pas moins engagé et documenté puisqu'il rassemble 11 chansons faisant référence à différentes femmes qui ont compté à travers l'histoire de l'Antiquité jusqu'à la fin du XXe siècle. La reine icénienne apparaît dans le premier morceau My Lands of Dead Centurion qui, comme on l'a entendu, ou comme vous avez pu le lire, évoque à grands traits la révolte de Boudica contre les Romains qui l'ont battue, ont violé ses filles et colonisé sa terre. Si le titre est un peu exagéré, puisque le nombre de Romains tués atteignit en tout quelques milliers de civils et quelques centaines de soldats, c'est ici la Boudica guerrière à la tête d'une armée de résistance et d'un État colonial, d'une armée de résistance et à un État colonial et à tout ce qu'il représente, qui apparaît. Cependant, s'il joue avec les images comme sur les 2 faces de la pochette de l'album, il y a chez le groupe une volonté pédagogique. Ainsi, sur le site internet dont est tirée cette image, on a à chaque fois un paragraphe d'explication avec la date et le lieu et qui renvoie donc à l'époque dont est inspirée cette chanson. Et on ne sera pas étonné d'apprendre que Madeleine Mitchell, à l'origine de la majorité des textes, est professeure d'histoire et d'anglais dans l'enseignement secondaire. Par ailleurs, une autre chanson renvoie au peuple autochtone australien. Le titre Auntie a été écrit par Jacob Cummins en Gamilaroi, langue du peuple aborigène éponyme, dont les terres sont situées au nord de la Nouvelle-Galles du Sud, l'essentiel de la chanson étant en anglais, mais on a quelques paroles en Gamilaroi. Le site indique d'ailleurs que Boudica reconnaît les gardiens traditionnels de la terre où ils se sont installés et donc, l'histoire critique la colonie. Il reconnaît le gardien traditionnel des terres sur lesquelles cet album a été réalisé. Il y a donc ici une forme de critique de la colonisation de l'Australie, ou tout du moins une volonté de reconnaissance de l'histoire antique, de l'histoire des peuples autochtones spoliés de la colonisation. On voit ici comment les valeurs de l'antique Boudica s'accordent avec celles des modernes avec les valeurs modernes du groupe Boudica. Ainsi, dans la conception du groupe éponyme, Boudica, reine des Icéniens résolument guerrière, féministe et anticolonialiste, apparaît comme le symbole des femmes qui se battent contre tout type d'injustice qui traverse désormais la société moderne. Ceci, donc, nous amène au biais de la transmission. Comment est-on passé de la Boudica britannique au Boudica du Pacifique ? Dans les attestations que nous avons évoquées, comme on l'a vu, Boudica apparaît comme une figure importée directement de Grande-Bretagne, comme avec Caroline et Liane, la coach sportive. Bien que nous n'ayons pas pu faire de sondage, le faible nombre d'attestations semble indiquer que Boudica n'est pas une référence connue de la majeure partie des habitants du Pacifique, car contrairement à la Grande-Bretagne, ce n'est pas un personnage enseigné aujourd'hui à l'école primaire et secondaire en Nouvelle-Zélande et seulement de manière optionnelle en Australie. Dans les dernières années, on a un élément sur les Celtes qui est optionnel et dedans on peut parler de Boudica. Donc c'est vraiment très très peu de personnes qui le connaissent. C'est plus certainement à l'université, au théâtre ou dans le cadre de création artistique que l'on peut découvrir ce personnage de l'histoire britannique qui est de plus en plus mis en avant dans l'histoire des femmes. C'est à ce titre que Boudica apparaît dans l'une des œuvres de l'artiste australienne Alexia Sinclair, de Rigwell Traves, consacrée à 12 reines européennes, choisies, je cite, pour leur influence durable sur la société et le fait qu'elles ont régné à l'égal des hommes.
Le but de l'artiste n'est bien évidemment pas de présenter une image réaliste, vous vous en doutez, et historique, mais de célébrer les réalités historiques sous le couvert de la fantaisie contemporaine, dans une sorte de conversation entre le passé et le présent. Néanmoins, les éléments importants de l'histoire de Boudica sont représentés, complétés d'objets archéologiques celtiques bretons, la broche dite de Tara, qui date pourtant du 8e siècle, et le bouclier de Battersea, qui a été trouvé dans la Tamise et qui date à peu près de l'époque de Boudica. Toutes ces références, l'artiste a pu les trouver grâce à des recherches Internet ou dans des livres. En effet, Boudica a été démocratisé par la globalisation de la culture et la multiplication des médias qui réinterprètent l'histoire, à l'instar des nombreux films dédiés à Boudica ou des jeux vidéo, ici par exemple dans Civilization. Sous l'effet de la mondialisation des modèles, Boudica commence même à percer dans le monde français, francophone, mais vraiment timidement, comme le montre ce titre, ce livre « What Would Boudica Do ?», traduit en « Joue-la comme Cléopâtre » parce que Boudica n'est pas suffisamment connu pour qu'on puisse y faire référence pour vendre le livre. On ne trouve d'ailleurs quasi aucun livre dédié à Boudica dans les bibliothèques et les librairies de Nouvelle-Calédonie, Boudica n'apparaissant que dans quelques pages de livres plus généraux, comme ici, dans un livre pour enfants. Revenons donc à notre question de départ. Au milieu de toutes ces références, peut-on trouver chez les Boudica du Pacifique une identité celtique ? Dans un article consacré à l'identité celtique, Michael Dittler a défini 3 types de construction. Le celticisme, tentative consciente de créer une identité commune, définie comme selon des critères ethniques. Cette identité est liée à un territoire et est politiquement orientée. La celticité, qui est cette fois-ci une identité celtique consistant en des liens spirituels tout autour du globe, qui utilise les mêmes symboles que le mouvement celtique politique, mais qui ne possède pas de signes distinctifs ethniques communs, même pas une langue commune, et la celtitude, qui désigne l'identité transnationale d'une diaspora de descendants d'immigrants irlandais et écossais aux USA, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande aussi, répartis aujourd'hui à travers le monde. L'unique point commun de ces minorités ethniques consiste en la vision d'une relation généalogique avec une lointaine patrie celtique. Comme on a pu le voir, la majeure partie des attestations que nous avons réunies n'est porteuse d'aucune de ces définitions. Mais c'est contre toute attente le groupe punk hardcore australien qui semble le plus celtique. En effet, l'album Tapestry évoque en définitive 3 chansons qui renvoient à des femmes celtiques. Le titre Helen, renvoyant à Helen Kelly, fille d'un immigré irlandais, enfermée dans une prison de Melbourne en 1879, et le titre My Red, renvoyant à Myred Farrell, membre actif de l'IRA. Par ailleurs, 2 autres titres de cet album et 2 de l'album suivant sont inspirés de l'histoire de l'Irlande ancienne et moderne. Ces choix sont donc significatifs. Et dans une interview, on apprend que la parolière du groupe, Madeleine Mitchell, est descendante de bagnards transportés en Nouvelle-Galles du Sud au tournant des 18e, 19e siècles. On peut donc considérer ici une filiation celtitudique qui amène la parolière et le groupe Boudica à s'intéresser plus particulièrement à des femmes qui ont été des ancêtres celtes, plus ou moins lointains, auxquels ils souhaitent rendre la parole à côté des ancêtres autochtones d'autres membres du groupe. En conclusion, si les références dans le Pacifique sont assez ténues et majoritairement liées à la globalisation des références, il n'en reste pas moins qu'une identité celtique réelle ou réinventée au prisme de nombreux enrichissements locaux existe et qui ajoute un nouveau visage pacifique à ce connu de Boudica. Je vous remercie. Merci beaucoup Hélène pour cette conférence qui était vraiment très intéressante et très originale et qui répond à la problématique du colloque, donc Pacific Celts ? Franchement, j'ai trouvé ça génial. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Do you have questions? J'ai vu dans les différentes slides que des fois, Boudica, il y a 2 C, des fois une. Est-ce que c'est lié au fait que justement, en transvasant, j'ai envie de dire, une identité, on la réécrit aussi ou est-ce que tu t'es intéressé à la chose? Je ne sais pas.
Ça fera l'objet d'une note de bas de page. Donc, effectivement, dans les textes, on a Boudica avec 2 C, mais effectivement, par le transfert, en fait, on peut avoir un Boudica avec un C. On trouve même des Boadicées, parce qu'il y a eu comme ici, par exemple, parce que ça a été mal écrit à une certaine période et puis qu'après, ça a été repris. Donc, en fait, moins il y a de C et moins c'est écrit Boudica, finalement, plus on est loin de la référence historique de départ. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Do you have other questions? Oui, à un moment, vous avez parlé qu'elle priait la déesse de la guerre Andrastée. Et aussi, vous avez parlé d'un lièvre. Vous pourriez juste me réexpliquer ce qu'il représentait? Alors, concernant le lièvre de Boudica, en fait, à un moment, elle invoque, en fait, avant de partir en guerre, elle invoque Andrastée et fait preuve de divination. C'est ça, en fait, c'est la seule attestation qu'on a d'une divination liée à en observant. Donc on sait que chez les Romains on observait par exemple les oiseaux, mais là elle observe le lièvre qui court, et de la manière dont il court, elle interprète ça comme un signe positif et de victoire. Alors justement, moi je vais rebondir sur la question de Grégory, parce que Andrastée, c'est une divinité, c'est une déesse romaine ou celte, parce que je ne la connais pas en fait. Alors, on pense que c'est une divinité celte. Après, donc chez les Romains, là dans les textes, ils en parlent en tant que Andrastée et Andantée, mais il semblerait que ce soit la même personne, la même déesse guerrière. Mais on n'a pas beaucoup d'informations sur elle, parce qu'en fait, c'est surtout dans ces textes-là qu'on en parle. Mais effectivement, si on cherche dans les livres sur les divinités celtiques, on parle d'Andrastée comme des divinités celtiques. Ouais. Je suis désolée, du coup, je vais poser des questions là-dessus, mais si tu me dis si c'est... parce que du coup, ce nom-là, on ne le retrouve pas dans l'épigraphie romano-britannique, comme on peut retrouver d'autres noms de divinités qui sont celtiques, hein. Est-ce que pour Andrastée, c'est juste dans ces textes, est-ce que c'est dans les textes classiques seulement qu'on retrouve son nom, ou est-ce que on le retrouve dans l'épigraphie? Je ne suis pas allée voir dans l'épigraphie, mais il ne me semble pas. Il n'y a vraiment que dans ces textes, et il me semble... je suis en train de rechercher les notes de bas de page, mais là, je crois que je ne vais pas retrouver. Mais effectivement, on n'a pas, elle n'est pas très, très connue, en fait, parce qu'on n'a que par ce biais-là. Donc, est-ce qu'il y a aussi une déformation qui est due à la transmission parce qu'ils écrivent en grec et en latin? Ça peut faire qu'il y a eu des modifications dans le nom, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur elle. Ouais. Est-ce que Boudica a influencé la perception des Celtes dans l'histoire romaine? Est-ce que Boudica a... des Celtes bretons, oui, un petit peu. Dans l'histoire romaine, on considérait les Celtes un peu comme... des tribus un peu énervées, un petit peu sauvages, et donc elle illustre bien cette idée qu'on a, et c'est aussi le même genre d'idée que César lui-même essaye de montrer chez les Gaulois de Gaulle, qu'il est en train de conquérir, même si c'est un peu exagéré. Parce que dans le cadre de César, il veut mettre en avant le fait qu'il a vaincu des tribus difficiles, etc. Donc voilà, il y a cette image un petit peu du sauvage, mais qui est celle et des barbares, qui est de toute façon liée à tous les peuples qui ne sont pas romains, hein. Voilà. Donc
de fait, ça correspond à l'image qu'on a des peuples qui ne sont pas romains. De toute façon, chez les Romains, c'est comme ça qu'ils les voient. Merci beaucoup Hélène pour ta présentation et merci du coup à ce colloque parce que c'est l'occasion pour nous de découvrir aussi le travail de nos collègues. Donc c'était passionnant. Là, tu nous as montré des indices contemporains de Boudica dans le Pacifique. Est-ce que tu es allé regarder un petit peu plus dans la période du début de la colonisation ou de l'arrivée des Occidentaux dans le Pacifique? Est-ce qu'il y a des références dans cette période plus 19e Alors, j'ai pas eu l'occasion de chercher aussi loin. Là, c'était tellement parce il y a un livre sur Boudica chaque année. Alors, pas dans le Pacifique, mais bon, et donc, j'ai pas eu mais j'ai pas eu l'impression qu'on s'était vraiment posé cette question-là sur le Pacifique en particulier avant. J'ai pas pu remonter plus loin. C'est pour une deuxième conférence. Voilà, c'est ça. Paper number 2. Bonjour, Dalila. Je vous remercie pour votre intervention. Ma question sera la suivante. À quel moment, en fait, elle réapparaît dans l'histoire? Parce qu'il me semble que la révolte a été occultée ou n'a pas été vraiment expliquée au Moyen-Âge, où elle a été oubliée, je crois. Parce que vous montrez une sculpture, je ne sais plus de quelle place. Et du coup, je voulais savoir à quel moment elle réapparaît dans l'histoire, parce que... Oui, c'est une partie que j'ai dû couper parce que sinon c'était trop long. Mais en fait, Boudica, comme on la connaît par les sources historiques grecques et romaines, elles sont au Moyen Âge. Enfin, on les oublie, elles disparaissent un petit peu. Et c'est surtout enregistré dans les monastères. C'est là qu'on recopie les textes, hein, et c'est surtout enregistré dans les monastères de l'Orient méditerranéen. Et au moment de la prise de Byzance par les Turcs, donc au XVe siècle, on a un retour des manuscrits qui sont comme redécouverts, et c'est ça qui donne qui donne la Renaissance. Et à la Renaissance, on redécouvre le personnage de Boudica à travers ces textes. Et alors il y a une thèse qui est là-dessus sur le XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Elle est interprétée de manière différente. Par exemple, à l'époque de Jacques Ier, on la considère comme une odieuse sorcière qui fait n'importe quoi, alors que à l'époque élisabéthaine et à l'époque victorienne, on est plus clément avec Boudica, et elle est un peu mieux traitée que sous Jacques, qui est lui un roi, qui est le roi, et on essaye de dénigrer le pouvoir des femmes, déjà à cette époque. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors moi, j'ai une dernière remarque, je suis désolée. On a encore 5 minutes. Une perspective peut-être. Quand je vois tout ce que tu as trouvé au niveau du Pacifique, donc dans les années assez récentes sur Boudica, je pense que c'est ancré en fait dans ce mouvement néo-païen qui s'est développé depuis les années 1970, et aussi du Goddess Movement, du culte de la déesse, qui s'est développé aussi à partir des années 1970 et qui est encore aujourd'hui très influent. Et le Goddess Movement, c'est vraiment un mouvement féministe qui réutilise en fait les divinités féminines des religions païennes pour répondre à des questions contemporaines en fait, identitaires, politiques, genrées.
Et voilà, donc en écoutant ta conférence, je me dis que ça s'inscrit vraiment en fait dans ce mouvement-là. Et voilà, enfin, on me contacte par exemple assez régulièrement pour me demander si ce que je pense de Rosmerta, parce que une personne, c'est des femmes, hein, sont en contact avec ces divinités celtiques et en fait sont néo-païennes et sont aussi à la fois féministes, etc. Donc voilà, ça me faisait penser à ça. Je ne sais pas si tu as un commentaire. Alors, sur le Pacifique, j'ai pas de commentaire, mais en tout cas, et pour repenser à la question du 19e siècle aussi, on a, la figure de Boudica comme figure féministe est récupérée à un moment par les suffragettes en Grande-Bretagne. Pas beaucoup, parce qu'en fait, malgré tout, comme elle est un peu sauvage, on ne veut pas faire peur encore plus aux hommes. Donc c'est récupéré un moment seulement, où on a quand même des femmes qui se baladent, qui manifestent avec un petit badge Boudica sur elles. Alors après, je ne sais pas si... j'ai pas l'impression, en tout cas, au 19e siècle, c'est pas récupéré dans le cadre religieux. J'ai pas vraiment... voilà, là, c'était vraiment... assez rien, je sais pas, ouais, j'ai pas réussi à avoir, il y a que là finalement avant-hier, il y a la personne du groupe, la parolière Madeleine Mitchell qui m'a répondu, qui a répondu à mes questions. J'étais contente de voir que j'avais bien interprété tout ce qu'elle avait fait, mais j'ai pas eu de réponse des autres. Donc en fait, voilà, j'ai fait avec ce que j'ai trouvé, et je sais pas s'il y a cette idée aussi de déesse, païenne, auquel on se rattache. Je sais pas.